vous nous rejoignez cette toute dernière information. Au lendemain de l'annonce de la vente d'une centaine de Rafales à l'Ukraine par la France, la réaction de Moscou, elle ne s'était pas encore exprimée depuis hier. Elle vient tout juste de tomber par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, que nous écoutons ensemble. La France continue d'armer le régime de Kiev. Elle le fait aujourd'hui et prévoit de le faire demain. Malheureusement, Paris ne contribue en rien à la paix. Jusqu'à présent, Paris a attisé les sentiments militaires et bellicistes, ce qui ne peut que déplaire. Quels que soient les avions fournis à Kiev, ils ne changeront pas la situation sur le front, ni la dynamique observée non seulement par nous, mais aussi par les experts militaires du monde entier. Paris belliciste, Grégory Phillips. Oui, Paris accusé d'alimenter la guerre, vous avez raison. On se doutait bien que ce qui s'est déroulé hier à l'Elysée serait observé de très près par le Kremlin. Voici la réaction officielle. Moscou qui accuse donc la France d'alimenter la guerre, d'alimenter les sentiments militaristes et pro-guerre. Paris ne contribue pas à la paix, c'est ce que dit Peskov. Honnêtement, on n'est pas très surpris par la tonalité de cette réaction. Il suffisait de regarder les télévisions russes hier pour pressentir ce qui allait être dit aujourd'hui. Je crois que la télévision russe parlait hier d'un plan napoléonien pour décrire les lettres d'intention concernant les Rafales. Et puis vous aviez aussi Dmitri Medvedev qui, avec son style habituel, avait traité Macron de crétin, Zelensky de corrompu et liait l'achat des Rafales au scandale de corruption dont on a parlé en Ukraine ces derniers jours. Donc vous voyez, on est sur une tonalité pas très surprenante, mais il était évident que Moscou réagirait de cette manière. Ce qui est surprenant, c'est que, surprenant, j'en sais rien, mais en réalité, on aurait pu s'attendre à une riposte du Kremlin, une réponse du Kremlin plus rude. Il est un peu mou, Peskov. Oui, il dit, en fait, c'est la réponse attendue. De dire, voilà, c'est belliciste, c'est pas pacifiste de vendre des avions de chasse. Oui, ça, on s'en doutait. On a le sentiment, au fond, qu'ils ont intégré l'idée, principalement, que cette annonce relève peut-être davantage de la communication que d'un réel impact tactique sur le terrain au moment qui nous intéresse, alors que les Ukrainiens sont en difficulté sur le front Est. C'est en tous les cas ce que dit Peskov lorsqu'il dit finalement tout ça est vain, parce que ça ne permettra pas d'inverser la dynamique sur le terrain. En fait, le message d'Emmanuel Macron aux côtés de Volodymyr Zelensky hier, c'était un message très politique en disant justement le soutien de la France, il est là pour durer. Parce qu'en effet, ces livraisons de Rafale, ça va s'étaler, si tout se passe comme prévu, sur au moins une dizaine d'années. Et ça, ce message, il a été reçu manifestement 5 sur 5 à Moscou, qui, une fois de plus, finalement, inverse le discours, inverse la réalité en disant, vous voyez bien, en fait, l'agresseur, c'est la France, nous ne sommes que l'agressé. Ça, on voit ça depuis le début, et qui essaye bien de dire que, de toute manière, rien ne fonctionnera parce que l'objectif de la Russie, il est toujours le même en Ukraine. Ce qui est quand même important, c'est bien de montrer que la Russie ne va rien lâcher, en fait. Et c'est quand même ça le message. Le message de fond, à la fois des télévisions russes dont parlait Grégory, de Peskov, du Kremlin, de Dmitri Medvedev. C'est que peu importe ce que fait la France, peu importe si elle nous menace avec ses avions, ses livraisons, eh bien en fait, on ne démord pas du but qui reste toujours le même. Ce qu'il va falloir voir pour la France, c'est que la Russie, elle ne va pas en rester là, et qu'en fait, on peut certainement s'attendre quand même à des menaces, encore davantage de menaces de déstabilisation, de tentatives de peser sur le débat public français dans les prochains mois. Mais malgré tout, certains s'inquiétaient hier de savoir si nous allions entrer dans le statut de co-belligérant. Ils s'inquiétaient un peu pour rien. Quand on écoute Peskov ce matin, bien sûr que non, il ne nous qualifie pas de co-belligérants, ne serait-ce que parce que, comme eux, nous sommes une puissance dotée. Et d'autant plus que la France avait déjà fourni des Mirages, par exemple, ce qui n'a pas fait de nous des co-belligérants. Non, je rebondis sur ce que disait Magali, sur cette tension qui n'est plus à démontrer entre Paris et Moscou. Enfin, elle est assez évidente. Il suffit de regarder les déclarations du chef d'état-major qui prévoit un choc avec la Russie d'ici 3 à 4 ans. Les tentatives de déstabilisation auxquelles on a déjà
déjà assisté en France et qui vont se multiplier, c'est certain. Il ne vous a pas échappé qu'on a quelques échéances électorales dans les prochains mois et dans les 2 ans qui viennent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays d'Europe de l'Est, en Pologne par exemple, des tentatives de sabotage sur des lignes ferroviaires. On n'est pas à l'abri d'opérations un peu plus musclées au fur et à mesure que effectivement nos traites se précisent. Valérie. Non, mais ce que je trouve intéressant dans l'enchaînement des séquences et des déclarations, il y a eu effectivement ce qui s'est passé hier entre le président Macron et le président Zelensky. Et puis, il y a eu la déclaration de Zelensky ce matin disant qu'il veut aller en Turquie, il y va d'ailleurs, pour relancer un cycle de négociations. C'est comme si l'idéologie de Trump, la paix par la force, était désormais reprise par tout le monde, puisque fort de cette livraison annoncée de 100 Rafales, c'est comme si Zelensky pouvait se dire maintenant je peux revenir à la table des négociations. Ça m'a fait penser à Donald Trump. J'imagine que je vous choque en disant cela, mais ça ne fait rien. Je m'amuse un peu. Et d'ailleurs, Moscou précise que puisque Zelensky est en Espagne aujourd'hui, demain en Turquie, Moscou n'enverra pas d'émissaire demain en Turquie, alors que c'était, souvenez-vous, il y a encore quelques mois, le lieu imaginé pour des négociations. Là, c'est un niet assez catégorique de la part. De toute façon, on n'en est plus nulle part sur le plan des négociations. Tout est arrêté. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la France aussi a décidé de signer cette lettre d'intention, en effet, avec cette commande d'armement XXL, parce que justement, on acte quand même le fait que du côté de Vladimir Poutine, il n'y a aucune volonté de négocier. Donald Trump s'y est essayé, il s'y est cassé les dents. Donc maintenant, en effet, on est passé quand même dans une autre période, et les réactions russes qui en effet ne sont pas surprenantes vont bien dans ce sens-là. Pascal. Non, 2 mots, si j'ai bien compris, sur le terrain militaire, pour parler des calendriers, parce qu'il y a une certaine forme d'urgence pour l'Ukraine. Dans certaines zones. Les experts militaires nous disent qu'il y a une avance de 5-6 km par jour. Dans la région de Zaporijjia. Voilà, dans des régions, alors Zaporijjia, c'est stratégique, hein, c'est la clé, la centrale nucléaire, c'est l'énergie. Derrière la guerre militaire, il y a aussi une guerre des commodités, une guerre de l'énergie. Ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément qui est que, en dépit de ces succès militaires, qui sont probablement payés au prix du sang et à un prix élevé, la Russie est confrontée à une échéance qui est celle de son économie. Progressivement, les sanctions affaiblissent le potentiel de financement de la Russie, qui va consacrer une partie sensible de ses dépenses publiques à la défense aujourd'hui, et qui a de plus en plus de mal à vendre son baril de pétrole et son gaz, y compris sur le marché parallèle. Donc on voit qu'il y a tous ces calendriers, et si on y superpose la couche des Rafales, les Rafales, c'est pour dans quelques années. Si ça devait jouer un rôle sur le plan militaire, ça ne le jouera pas à très brève échéance. C'est donc plutôt une espèce de muleta qui démontre qu'il y a une volonté de soutien de l'Europe à l'Ukraine. Les Russes disent on ne renonce pas à nos projets. Enfin, en tout cas, le président russe dit voilà, moi je reconstitue l'Empire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Et nous, en Europe, autour d'Emmanuel Macron, on dit on ne laissera pas. Mais Jean-Marie Le Guen. Et pendant ce temps-là, plus de son, plus d'image du côté de M. Trump. C'est-à-dire que après toutes ces promesses sur je suis faiseur de paix en 3 jours, etc., enfin tout ce qu'il nous a raconté depuis 2 ans maintenant, hein, pratiquement, enfin, on s'aperçoit que il est en train de quitter la scène d'une façon sur un échec par rapport à ses objectifs, en tout état de cause. Alors, une fois qu'on a dit, qu'on a constaté ça, la question est de savoir jusqu'où va aller le retrait américain. Et là, il y a un sujet de préoccupation, me semble-t-il, qui est important, à la fois pour les Ukrainiens, pour tous les autres aussi. Enfin, je pense à nos amis scandinaves, nos amis d'Europe de l'Est, et pour nous-mêmes au bout du bout, parce que évidemment, on est partie prenante de tout ça. C'est de savoir jusqu'à quand, jusqu'où les Américains continueront ou pas à être présents. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des Rafales, et c'est normal, mais enfin, hier, il n'y avait pas que les Rafales. Hein. Il y avait le système de défense Mamba, là, comme on appelle ça dans l'armée française, les radars, les missiles. Il y a même des start-up franco-ukrainiennes, quelque part, qui sont en train de se créer en France pour produire des drones. Alors, cette fois-ci, très rapidement et très massivement, qui seraient des drones d'ailleurs anti-drones. Donc on est quand même, et ce qui nous permet à nous
de monter en puissance en termes d'innovation d'une part et de réarmement d'autre part. Parce qu'on n'était quand même pas très doué sur les drones, on n'a pas joué ce jeu-là depuis des années. Là, on est en train de combler pour partie notre retard. Donc il se passe tout un tas de choses, avec une grande interrogation sur ce que feront les États-Unis. Maintenant, ils sont partis vers l'Amérique latine, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils vont déclarer la guerre au Venezuela. Ça sera encore une partie intéressante et une aggravation des difficultés du monde. Alors,